Super, il t'a bien eu, hein. Joe? Ouais, est-ce qu'on fait comme ça? Oui, oui, parce que tu traites. C'est camarades. On peut pas attendre des belles femmes. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. On reçoit donc une femme rayonnante, magnifique, forte et dynamique, comme toutes les femmes africaines. Hein. Aïssa Diaby. Je prononce bien. Oui. Je prononce bien. Ne perds pas le temps. Oh, c'est pas Oui, bon, donc Aïssa, tu es comme toutes les femmes africaines, c'est-à-dire intelligente, passionnée, travailleuse, multitâche, avec les yeux et les oreilles absolument partout, et surtout tu es très éduquée. Hein. Licence en histoire africaine obtenue à l'université Panthéon-Sorbonne, et puis également master en études internationales et européennes à Sciences Po Grenoble. C'est énorme, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu as toujours pensé que le cinéma était quelque chose pour toi, un outil par lequel tu pouvais éduquer, sensibiliser et parler autrement de l'Afrique. Parce que, ayant étudié l'histoire africaine, donc les civilisations, tu t'es très tôt rendu compte qu'il y a des légendes, il y a des héros, il y a des civilisations africaines qui peuvent nous apporter beaucoup, mais dont le cinéma, à partir de là où tu le regardais, c'est-à-dire là où tu es agrandi, la France, n'en parlait pas. Et toi, tu te dis, il faut que je change le narratif africain, il faut que je permette aux Africains d'avoir entre leurs mains le narratif de leur continent et de leur histoire en m'engageant dans le cinéma. Donc, tu vas te faire former, déjà, l'école audiovisuelle Point de Vue, de la Cinéfabrique, mais également, il faut dire aujourd'hui que tu es mentoré par le programme cinématographique et audiovisuel du Club 50-50 et Netflix. Donc, par exemple, ton premier court-métrage, Douleur silencieuse, sorti en février 2022, t'impose déjà comme étant une plume, une réalisatrice qui compte, parce que être inscrit au short Film Corner du Festival de Cannes 2022, qui est un forum qui rassemble les courts-métrages les plus prometteurs, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il n'y a encore que 3 prix internationaux derrière, avoir remporté meilleur scénario et meilleure mise en scène au Dakar Court. Ce n'est pas donné à n'importe qui. À côté de ça, tu es cofondatrice donc de Ciné Nomade, un festival itinérant par lequel justement tu passes donc de l'idée à l'action, c'est-à-dire porter les films africains, les classiques, dans les coins les plus reculés de ton pays d'origine, la Guinée. Et ça t'a fait remarquer par tout le monde. France 24, TV5, Canal 2 International, c'est pourquoi tu es... Donc, à côté donc de ton rôle sur le terrain, il y a un rôle institutionnel, donc toujours de l'impact, chef de projet donc à l'Institut français de Paris, en charge de fonds destinés au développement des industries créatives et culturelles par lesquels donc tu as actionné beaucoup de projets musicaux et cinématographiques sur le continent qui sont véritablement porteurs. Tu es également proche et très proche de la Cinémathèque africaine, mais qui est en fait un catalogue qui est tenu bien avant les indépendances, autour de 1950, et qui réunit tous les plus grands classiques africains et pour lesquels on peut remarquer les premiers qui ne soient pas les plus au fait du contenu donc, et de la portée de ces films qui sont donc les classiques, je le répète, africains, mais sont les Africains eux-mêmes. Et donc, à côté du cinéma numérique ambulant, tu portes un certain type d'initiative qui permet donc d'aller présenter ces films et en parler. Et c'est l'essentiel de ce pourquoi. Hormis le fait que tu es venu me voir personnellement, parce que j'avais vraiment beaucoup entendu parler de moi, c'est pour aller à Bombari et le reste, donc tu es venu présenter donc, le contenu de la Cinémathèque. Et c'est bien que tu sois là. Bienvenue. Voilà, Aïssa Diaby est notre invitée ce soir. Avant son grand bonsoir, on va regarder quelques images et on vous revient. Moi, c'est Aïssa Diaby, j'ai 28 ans, je suis réalisatrice et scénariste. J'ai réalisé très récemment un court-métrage, une fiction, qui s'inspire de faits réels et qui s'appelle Douleur silencieuse. Mon personnage principal, c'est Ami, elle a 17 ans, c'est une jeune fille studieuse et elle vit avec sa mère, son oncle paternel qui est hébergé chez eux et son petit frère. Et donc, on va apprendre au cours de l'histoire son oncle, justement, qui bénéficie d'une certaine, je dirais, légitimité, d'un certain respect au sein de la famille, parce qu'il représente un peu l'autorité parentale comme le papa n'est pas là. Et dans nos sociétés, surtout africaines, c'est très important, le respect, surtout le respect des aînés, des hommes, encore plus. Ami, tu dors ? Surtout, tu dis rien à personne. Ni à maman, ni même à papa quand il rentrera du bled. Cette année,
a eu lieu la première édition du Ciné Nomade Afrique en République de Guinée. Un cinéma itinérant qui a pour objectif de projeter des films dans les villages et quartiers populaires d'Afrique. L'équipe, composée de jeunes franco-guinéens et d'entrepreneurs locaux, ont parcouru en 10 jours plus de 6000 km, 4 régions et 5 villages pour aller à la rencontre des populations qui vivent dans les zones les plus reculées. Mais pourquoi ? Eh bien, l'Afrique demeure le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. Il existe seulement un écran télé pour 780 000 personnes, selon le rapport de l'UNESCO. La thématique sur laquelle j'ai écrit, en fait, porte sur les violences sexuelles intrafamiliales, sur le silence qu'il y a autour des violences sexuelles intrafamiliales. Et l'objectif, c'était justement de pouvoir, à travers le métrage, pouvoir aborder, en fait, le sujet, d'en parler au sein des communautés, au sein des familles. Ah mais Miguel, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas de respect pour ton nom? C'est quoi ça? Maman, laisse-la, laisse-la. Parle à ta sœur. Ami, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais que tu peux me parler, Ami. Tonton, il fait des trucs bizarres avec moi. On est de retour. Elle s'appelle Aïssa Diaby. Ouais. Bonsoir Aïssa. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur votre Mais bienvenue, ça fait plaisir. Tu as quoi à l'extérieur? Ah ouais, on ne sait pas si elle est briefée. Hein. Là, ça va être C'est compliqué. compliqué, hein. Aïssa, c'est comment? On est là. Après la répétition jusqu'à... Mais Georges, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Elle est vraiment jeune. Moi, je suis ton âge. C'était il y a 2 ans. Mais c'était il y a 2 ans. 2 ans. Parce que là, tu es jeune. 30 ans. À 30 ans, tu es comme bébé. À peine on t'accorde le droit d'aller voter. Hein. Ah bah ouais. Donc, alors, il faut avouer une chose, c'est que, en fait, Georges, elle fait le bonheur de l'Afrique. C'est ça. Parce qu'on aimerait voir les Africains au devant des choses. Ben oui. La plupart du temps qu'on voulait réaliser un grand film, tu attendais seulement que le réalisateur vienne déchirer les gens là. Mais aujourd'hui, nous, on a les réalisateurs sur place. Quand tu vois un film, ça te fait l'effet, tu dis, oh, quel sucre tu mets dans le cœur des Africains. Oh là là. On est content, regarde comment tu souris, c'est comme ça que tes projets aussi arrivent à nous faire sourire. Le sac de Benguis. Tu viens de loin, tu vas venir rentrer comme ça. Le sac de Benguis. Je me suis battu. Tu lui as gardé quoi? Ouais, si elle a mis un peu de sucre dans nos cœurs, Joss, offrons-lui du sucre. Ah d'accord, ok. Le sucre en poudre, cette En fois-ci. poudre d'ici. Voilà. C'est une femme, elle n'aime pas la brutalité. On a les morceaux aux hommes. Ah d'accord. C'est pas possible. Incroyable. Oh merci Blakoya. Joe a la première question. J'ai la première question. Joe, on n'a pas de temps. Oui, la première question, c'est... Mais toute petite, c'était quoi ta relation avec le cinéma? Alors toute petite, je dirais que j'avais pas véritablement de relation avec le cinéma, mis à part que je regardais les films que mes parents regardaient à la télé. Et quand on est né en France de parents immigrés, on se voit pas beaucoup à la télé. Ou quand on se voit, c'est souvent dans les mêmes rôles subalternes. Donc c'est des rôles qui nous mettent pas forcément en avant, qui sont importants, mais soit on va mettre des rôles de bandits, soit on va mettre des rôles pour les femmes, souvent de prostitution, des choses qui sont jamais très positives. Et quand on est un enfant et qu'on a envie de rêver, c'est difficile de rêver quand on n'a pas de représentation. Donc j'avais ça en tête et je me suis très tôt intéressée au cinéma afro-américain, où il y avait déjà un peu plus de représentation que le cinéma français. Voilà. Je vais te poser... C'est à ton tour. Oui, Aïssa Diaby, je te pose une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie de l'Afrique en dépend. Donc la réponse que tu donneras, vraiment, ça peut changer le cours de notre vie. Voilà. Alors, si je mens, tu m'arrêtes. Tu es titulaire d'une licence en histoire africaine à l'université de Panthéon-Sorbonne, à Paris 1. Oui. Et d'un master d'études internationales européennes en sciences politiques. Mais pourquoi avoir changé de plan de carrière?
Pour moi, c'est pas vraiment changé parce qu'aujourd'hui, j'ai ces deux casquettes-là qui s'imbriquent très bien. J'ai une casquette institutionnelle où je travaille à l'Institut français de Paris et je suis en charge de la Cinémathèque Afrique. Donc le catalogue, justement, c'est un catalogue unique qu'on a au monde de plus de 1800 films africains, donc des pionniers des cinéastes africains jusqu'à nos jours. Et je m'occupe aussi des industries culturelles et créatives. Et aujourd'hui, pour moi, le cinéma, c'est un outil puissant pour faire changer les mentalités, pour faire changer les choses. Et quand on étudie les sciences politiques, on a envie de porter des convictions, des valeurs, une vision. Et quand on fait du cinéma, on porte aussi une vision. Quand on est réalisateur, on écrit quelque chose qu'il y a dans notre tête. Mais une fois qu'on réalise le film, il appartient à tout le monde et nos idées fusent partout dans le monde. C'est ce que j'ai fait quand j'ai réalisé Douleurs silencieuses. Je l'ai pensé pour dénoncer les violences sexuelles intrafamiliales. Et puis le film, il a tourné dans beaucoup de festivals en Amérique latine, aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique. Et toujours, il y a cette même émotion-là. Donc pour moi, c'est des choses qui se recoupent parce que c'est toujours des métiers qui ont envie de faire changer les choses, bouger les lignes. Et du coup, j'interviens dans différentes actions. On va dire que ce parcours académique t'aide même à écrire, peut-être. Oui, effectivement. Pour moi, ça me nourrit, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un cercle vertueux, en quelque sorte. Tu as fait sciences politiques. Oui. Ah, ici, chez nous, quand on fait sciences politiques, on est sur le dimanche. Le dimanche. Ici, c'est que tu es invité tous les dimanches. Tu dis que non, le pays ne marche pas. Oui, marche trop. Alors, elle utilise le langage du cinéma si elle veut. Ah ben oui, tu vois, c'est ça, dans le cinéma. C'est ça. Vous allez dire un peu pour creuser la question, c'est que quand on a fait des études très carrées comme ça, on a une démarche rigoureuse. Pourtant, le cinéma a un pendant très artistique. Comme je le dis, les deux se recoupent et aujourd'hui, j'aime bien dire aux gens qu'on n'est pas que un et on a le droit de ne pas être qu'une seule case. On a le droit d'avoir plusieurs casquettes, d'avoir plusieurs projets et de ne pas être forcément que dans une seule voie. Moi, j'aime beaucoup la sphère politique, j'aime bien la diplomatie aussi beaucoup, j'aime beaucoup la géopolitique. J'aime tout ça et ça me nourrit dans mon art parce que je suis aussi artiste. Mais tu es dans l'institution, donc en même temps, si elle a fait Sciences Po, c'est tant mieux. C'est-à-dire que pour les boss qui cochent quand ils font des choix d'embauche, c'est mieux pour eux que quelqu'un qui fait dans ce domaine du cinéma et fait sciences politiques. Si tu veux travailler dans une institution... C'est ça, mais surtout ça donne un regard 360 degrés. C'est-à-dire que j'ai plusieurs façons de voir l'industrie du cinéma en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur culturel à travers mon festival, mais aussi en tant qu'institutionnel, en tant que chef de projet d'un fonds en fait. Donc ça me permet d'avoir toute la chaîne et de pouvoir être consciente aussi des réalités que mes confrères artistes. Mais tu n'as que 30 ans, tu parles comme ça. Pardon. Tu vois, il y a trop de choses comme ça, rien qu'à 30 ans. Ah bon? Là qu'on va lui poser la question, non? On va lui poser la question. C'est le tour d'Aaron, s'il vous plaît. Avant ça, moi j'ai ma question. Aïssa, pour performer, pardon, pour continuer ton amour pour le cinéma, tu allais te faire former. Plus précisément, au centre, pardon, tu allais te faire former à l'école audiovisuelle Point de Vue de Cinéfabrique. Comment ça s'est passé? Alors là justement c'était assez drôle parce que lorsque j'ai fait cette formation, je travaillais pour le ministère de l'Intérieur en France et j'avais très envie de raconter et de me former dans l'audiovisuel et du coup parallèlement à mon travail j'ai suivi cette formation d'une école et puis voilà je faisais les deux et en fait à l'issue de cette formation il y avait un concours de scénario qui permettait en fait à l'école de vraiment produire en entièreté le film de la personne et moi j'ai remporté ce concours de scénario et c'est ce qui m'a permis de faire Douleurs silencieuses et puis en fait ça a eu une belle carrière pour un film puisqu'aujourd'hui il est disponible sur Canal+ Afrique, il a beaucoup tourné en festival donc j'en suis assez fière et puis ça m'a aussi ouvert les portes de d'autres boîtes de production avec lesquelles je travaille, je prépare des séries, etc. Mais à quel moment tu ressens le besoin de faire un film? Je pense l'urgence qu'on a de changer l'image. J'interviens sur 2 territoires, je dirais, en France, mais aussi plus largement aussi sur le continent africain. En France, parce qu'il est urgent pour des jeunes comme nous qui sommes nés de parents d'immigrés, de montrer qu'on est capable de faire des choses et qu'on n'a pas que l'étiquette d'immigrés, on est des êtres humains avant tout. Et qu'on peut avoir aussi des ambitions de faire avocat, d'être infirmier, d'avoir des grands métiers, de ne pas qu'avoir des métiers subalternes, bien qu'on en a besoin. Mais je pense que c'est important de véhiculer ces images-là, ne serait-ce que pour nos enfants qu'on a là-bas. Et aussi, il est urgent pour le continent africain, parce que le continent africain, c'est un continent jeune.
C'est un continent qui est composé beaucoup de jeunes. Moi, je prends le cas de mon pays d'origine, la Guinée, où 70% de la population... Conakry. Voilà. République de Guinée, de toute façon, c'est Conakry. Et du coup, en Guinée, 70% de la population a moins de 35 ans. Et ces jeunes-là ont besoin d'avoir d'autres images de la Guinée, de l'Afrique, qui soient positives. Si à chaque fois les films qu'on présente de l'Afrique, c'est des films, je sais pas moi, de guerre, de famine, de maladie, ça te donne pas forcément envie de te projeter. Par contre, quand on regarde les blockbusters américains et qu'on voit que tous les super-héros viennent de New York et compagnie, on se dit, moi aussi j'ai envie d'aller à New York. Moi, je vais lui poser une question bête quand même. C'est-à-dire que, oui, c'est bête, mais je pose. J'ai envie de dire que, c'est-à-dire, nous ici, quand on était encore petit là, on rêvait la Chine parce qu'on voit des films chinois. On rêvait l'Inde, même si on les films là, c'était toujours comme si c'était... C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est pas sérieux ça. Mais au moins, on avait envie d'aller à l'Inde. Moi, je connais l'Inde à travers le film. Oui. Chez les États-Unis, on peut bien imaginer comment on peut faire pour être président aux États-Unis en voyant le film. Comment être espion. Au Nigeria, nous on a que le Nigeria et ça nous a fait effrayé parce qu'on voit la sorcellerie, le vampirisme. Et quand tu connais par exemple le cinéma sud-africain, on a tendance à dire mais ils font comme les Américains. Ils font comme. Est-ce que nous on arrive nous à avoir une identité qui puisse vraiment vendre l'Afrique à travers notre cinéma? Moi, je pense qu'on a en tout cas un gros potentiel dans le sens où les cultures africaines sont des cultures fortes et qu'aujourd'hui, on est en plein dynamisme, on est en plein boom. Dans les capitales africaines, ça grouille de partout. Il y a des cultures urbaines, il y a énormément de choses à raconter, il y a énormément d'histoires qui n'attendent que d'être racontées en Afrique. Et c'est à nous de créer nos propres identités. Effectivement, quand on regardait les films asiatiques, notamment les films chinois, c'était beaucoup des films d'arts martiaux, etc. Et aujourd'hui, c'est à nous de créer notre identité. Moi, je trouve ça aussi génial que pour Nollywood, on parle de sorcellerie, etc. Parce que c'est aussi ancré dans les cultures africaines. Et c'est aussi intéressant. Et surtout, ils ont trouvé leur public. Aujourd'hui, Nollywood, c'est quand même le premier producteur de films au monde. Ça a dépassé Hollywood, ça a dépassé Bollywood. Et donc, ça veut dire qu'ils ont... Exactement, ça veut dire qu'ils ont trouvé un véritable écosystème et une industrie. Et aujourd'hui, on a besoin d'industrialiser le cinéma dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, ça reste des secteurs qui sont quasi inexistants. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable potentiel, notamment en matière de soft power. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nigeria, au niveau de la culture, il concurrence les Afro-Américains, il concurrence les Américains en matière de musique. Moi, j'étais en Colombie, donc en Amérique latine, il y a quelques mois, et j'écoutais du Burna Boy là-bas. Et les Colombiens écoutaient du Burna Boy. Donc, ça veut dire que leur culture s'exporte internationalement. Et c'est ça la force de la culture. Et donc, quand on écoute du Burna Boy, forcément, on s'intéresse à la culture nigérienne. Et on le voit déjà dans les mariages en Afrique de l'Ouest. Tout le monde s'habille avec les vêtements Yoruba pratiquement. Donc on voit qu'il y a une standardisation de la culture. Et ça, c'est fort grâce à l'audiovisuel, grâce à la musique, etc. Alors, c'est encore moi, non? Oui. Voilà, j'ai confisqué l'émission. Ton premier court-métrage Douleur silencieuse est sorti en février 2022. Voilà. Comment s'est opéré le choix du thème et le format? Le format, oui. Alors le format, j'avais pas trop le choix de toute façon parce que je venais de commencer, donc j'étais obligée de commencer par un court-métrage. Après, on fait les longs métrages, mais d'abord, les producteurs, ils veulent voir ce que tu vaux en festival, donc tu fais un court-métrage. Et la thématique, je voulais que pour mon premier court-métrage, je voulais parler d'un sujet fort, et je voulais surtout parler d'un sujet tabou pour que ça puisse, pour que je puisse déjà avoir de l'impact à travers ce film-là, pour qu'on puisse briser le silence autour, par exemple, des violences sexuelles intrafamiliales, qui est un sujet qui concerne tout le monde. C'est ce que je dis en France. Je dis, moi, là, j'ai parlé de ces violences-là au sein d'une famille africaine, mais j'aurais très bien pu en parler au sein d'une famille indienne ou française. C'est la même chose. Oui, c'est clair. Et on est en plein dedans, au Cameroun. Tu es au courant de l'actualité? Ah non, j'ai pas... Oh là là, Saint-Désir à Tango, oui. En ce moment, oui, il a vu avoir des rapports avec ses filles. Ah mince. Jusqu'à faire un enfant. On ne sait pas si c'est vrai jusque-là. On ne sait pas. Sa fille, une des filles qui a pu s'échapper de tout ça, a dit qu'elle ne sait pas, mais ça ne l'étonnerait pas que sa sœur ait un enfant avec le père. Donc on est en pleine dedans. C'est extrêmement grave. C'est la semaine dernière, non, que ça. Oui, c'est la semaine dernière. Mais comme en France, on a vu les viols de Mazan. C'est vraiment partout. C'est partout. C'est partout. Alors, tu es cofondatrice du festival Ciné Nomade, qui rassemble de nombreuses personnes chaque année. L'idée est partie d'où? Justement, une fois que j'ai fini mon court-métrage Douleur silencieuse et que j'ai vu qu'il avait beaucoup tourné à l'international,
je me suis dit, mais c'est dommage qu'ils ne tournent pas autant en Afrique. Pourtant, ce sont des sujets que on a un gros problème de promotion et de distribution. C'est ça. Ben, en fait, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que l'Afrique était le continent le plus mal desservi en matière de distribution cinématographique. Ouais. J'ai vu qu'il n'y avait qu'un écran pour 780 000 personnes en Afrique. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays africains, il y a très peu de salles de cinéma. Ouais. En Guinée, je pense qu'on a 2 salles de cinéma dans tout le pays. Et donc, je me suis dit... Pourquoi tu cries? Ici, c'est presque pareil. On a beaucoup de bars. On parle de cinéma. Oui, des cinémas, c'est différent. Et donc, l'idée de créer Ciné Nomade est partie de là. Je me suis dit, s'il n'y a pas de cinéma, le cinéma peut aller aux gens. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire le cinéma ambulant, donc de projeter des films sur grand écran. Et là, c'est gratuit, c'est financé. C'est financé par les institutions, par aussi les entreprises privées. Mais oui, dès que les institutions quittent, on n'a plus de cinéma. Comment faire que le cinéma... En fait, moi, c'est la question que je me pose. Remettre l'industrie sur pied. Hein, tu dis comment remettre l'industrie sur pied. Oui, c'est ça, parce que là, si on a toujours des soutiens, des aides pour distribuer un peu, en passant, gratuitement, parce que comment on fait pour passer à l'étape supérieure? Parce que c'est ça le problème qu'on a. Pour moi, ça résout pas forcément le problème, même si ça apporte quelque chose de manière personnelle aux populations. Mais... Peut-être inciter les acteurs économiques à construire des salles. C'est un cercle vertueux, à mon avis. C'est un peu comme sur le modèle nigérien. Il y a une question de production déjà. Il faut produire des films qui nous parlent. Si on produit des films qui ne nous parlent pas, c'est problématique. Le Nigeria a réussi à faire ça. Justement, on dit qu'il parle beaucoup de sorcellerie, mais les gens aiment ça au Nigeria. Les Nigériens, ils aiment ça, donc il y a un marché. Et du coup, ils ont compris, les producteurs nigériens. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des films à l'aide d'entreprises privées pour lesquelles ils vont faire des pubs, etc. à l'intérieur du film. Les gens regardent, et donc comme ils regardent, ils payent. Et quand ils payent, les gens créent des salles de cinéma. Et du coup, ça crée une industrie. Donc en fait, pour toi, c'est commencer à produire des bons contenus, ensuite les montrer gratuitement grâce aux aides et aux institutions. D'abord au début, pour qu'ils sachent que c'est bien. Ils peuvent regarder exactement. Et après, l'étape supérieure, c'est plus vous allez aimer... On vous fait payer, et puis après, ça crée de l'industrie. Exactement. Et au Sénégal, c'est ce qu'on fait aussi, par exemple. Mais non, mais si la vision n'est pas partagée par les États, ça va rester la vision. Pas forcément. Au Sénégal, par exemple, il n'y a pas forcément de gros financement de l'État. Mais les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est de faire des séries qui parlent au public sénégalais. Par exemple, ils ont fait Maîtresse d'un homme marié, qui a eu un énorme succès dans tout le continent africain, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'en France, on regardait ça, aux États-Unis, on regardait. Et justement, par exemple, grâce à leur série, il y en a beaucoup qui parlent Wolof. Moi, j'avais des copines françaises qui venaient de Bretagne et qui parlaient des petits mots Wolof parce que les séries, ils regardaient. Donc en fait, c'est la force aussi du contenu. En fait, il faut juste qu'on comprenne qu'il y a une force, il y a une force derrière l'audiovisuel et qu'on néglige beaucoup. Parce qu'on parle à tout le monde. La question était c'est-à-dire que les gouvernants intègrent ça dans leur vision. On te dit donc que même sans qu'ils n'intègrent, les gens font bien. Regarde Blaise Option. Je te donne l'exemple de Blaise Option sur YouTube. Qui est extrêmement regardé par... Est-ce que ça peut créer une telle industrie? Mais est-ce que ça fait l'industrie? Tu ne comprends pas, on parle du cheminement vers l'industrie, ça passe par là. C'est comme ça que le Nigeria a fait. Non, ma question est simple. Nous, on peut avoir une vision, ça de notre cheminement. Mais est-ce que ceux qui doivent prendre les choses en main sont conscients de ce que nous sommes en train de faire? Ça, c'est une autre question. Ça. Parfois, ça les rattrape. Tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que si l'État n'est pas là, ça ne va pas forcément avancer. On a beau arriver, maintenant qu'on va arriver au niveau de l'État. Mais ils seront obligés. En fait, ça s'arrache. Ça va s'imposer. C'est comme au Sénégal, ça vient s'imposer. Aujourd'hui, si le foot est autant regardé comme ça par l'État, c'est parce que il y a eu des lauriers. C'est comme ça, malheureusement. C'est-à-dire que comme l'humour aujourd'hui. Vous avez eu besoin de l'État pour que ça s'élève comme ça, pour que les gens payent les salles. Aujourd'hui, payer l'humour, les gens arrivent à payer une salle pleine d'humour, des tickets, alors qu'avant c'était impossible. Vous remplissez des salles aujourd'hui sans... Ok. Les producteurs d'humour se plaignent toujours. Oui, mais il y aura toujours des... On est d'accord, la plainte sera toujours là, elle ne partira jamais. Ne rêve pas. Par contre, ce que tu dis, ce qu'on veut dire, c'est que tant qu'on reste là les bras croisés, en disant ça ne va pas marcher. Donc il faut évoluer. Elle a dit pour moi quelque chose qui est très personnel, qui est le premier pas très important, de faire des films qui parlent au public. Pour moi, c'est là que ça commence. C'est-à-dire que si les cinéastes sont des films qui parlent au public et que c'est un vrai mouvement. C'est-à-dire que tu n'en as pas qu'un seul, tu as 2, 3, 4, 5. Peut-être si des Blaise Option, tu en as 3, 4, 5, 6. Ça va créer un mouvement général qui va s'imposer auprès des bailleurs de fonds, qui va s'imposer auprès du public et auprès de l'État. Il y a encore 5 ans, on ne pouvait pas parler
aussi comme ça de Oui, voilà, des séries, des films du Cameroun. Hein. Donc, Ça fait pas longtemps ça va que venir. Oui, ça commence. C'est petit à petit, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est qu'à un bout d'un moment, effectivement, les politiques sont mises au pied du mur. Par exemple, au Sénégal, Maîtresse d'un homme marié a tellement fait du bruit. Et puis, on voit aujourd'hui les séries, un épisode, c'est plus de 2 millions, 3 millions de vues. Donc, en fait, à un bout d'un moment, ils sont obligés de mettre en place des politiques qui vont encadrer justement l'activité. Ils l'ont fait au Sénégal. Ils commencent à le faire, ils commencent à avoir des financements. Ça avance, en fait. Malheureusement, ça vient en retard, mais bon, ça vient quand même. Exactement. Ça vient en retard. Très en retard, comme d'habitude. Pourquoi on est toujours assez lent comme ça? Alors, tu travailles depuis quelque temps avec la Cinémathèque Afrique, c'est même pour ça que tu es au Cameroun. Oui. Parle-nous un peu de ce projet-là. Alors, en fait, la Cinémathèque Afrique, ça s'inscrit là aussi dans un contexte assez particulier. La Cinémathèque Afrique, comme je le disais tout à l'heure, c'est un catalogue de plus de 1800 films qui datent de 1950 à nos jours et dont l'Institut français gère ce fonds-là depuis 2011. Donc, c'est des films qui datent parfois d'avant la colonisation, enfin d'avant la décolonisation, pardon. Oui. Et donc, c'est vraiment des pionniers qui racontent l'histoire, je sais pas moi, de la Guinée à l'époque des années 60, etc. C'est très important parce qu'en fait, on est dans un contexte où on change un peu nos relations entre la France et l'Afrique. En tout cas, la France souhaiterait changer ses relations. Donc on est dans ce cadre-là et aujourd'hui, ils ont compris que passer par les armes, le côté militaire, ça ne fonctionne plus. Et que surtout, on est une nouvelle génération d'Africains, on n'a pas forcément vécu la colonisation comme nos grands-parents ou nos parents, et qu'aujourd'hui, on veut une nouvelle relation win-win avec la France et les pays occidentaux, que ça ne fonctionne plus. Donc maintenant, ils souhaiteraient justement s'intéresser à la culture et travailler en fait avec les acteurs culturels pour justement essayer de re-raconter cette histoire-là. J'espère qu'elle s'est racontée de manière avec nos, comment on appelle ça? Avec nous. Avec nous, mais sans biaiser. Parce que ce qu'on reproche malheureusement des fois à la France ou à tout autre État étranger, c'est de raconter à leur façon. Exactement. Et donc ça ne correspond pas souvent à la réalité claire. Puisqu'il y a encore des vivants qui te disent que c'est pas ça. Exactement, mais justement c'est pour ça que l'objectif c'est de donner des financements aux acteurs culturels locaux qui vont être dans plusieurs secteurs, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, etc. Et qui vont, eux, se réapproprier l'histoire et la raconter. Mais c'est de leur donner, en tout cas, les moyens de pouvoir le faire et qu'ils puissent la raconter. Parce qu'on sait qu'avec la culture, on peut ouvrir même des sujets les plus difficiles. On peut parler des choses qui... Mais les garde-fous, c'est quoi quand celui qui finance est lui-même impliqué? En fait, ça fait comme juge et parti. J'ai un peu peur, moi, de ça. L'idée, c'est, je pense, moi, je dis toujours que c'est quand même assez complexe, l'histoire entre l'Afrique et la France. C'est des histoires très imbriquées. Par exemple, aujourd'hui, en France, on retrouve énormément d'Africains. Moi-même, je suis les deux. Donc, en fait, il y a une histoire quand même qui est très liée. Et aujourd'hui, de pouvoir en parler librement, sans qu'on nous muselle, je trouve que c'est ça qui est fort. Et donner les moyens aux jeunes Africains de pouvoir raconter leur histoire. De faire des recherches. Je trouve ça assez fort. Et donc la Cinémathèque Afrique, c'est aussi de montrer ces films-là, montrer les films des pionniers aux jeunes Africains qui vont pouvoir se les réapproprier et créer des œuvres autour de ça. On fait comment pour avoir le financement là? Alors il y a plusieurs. Non, c'est pas possible. Alors, je tiens à préciser c'est avec l'Institut français et c'est du 10 au 13 juin. Exactement. Voilà que ça se passe. En fait, on va faire donc du 10 au 13 juin des projections à Dibombari, le 10. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, Dibombari, le 10. Voilà. Ensuite, on a Douala à Boko, dans le quartier de Boko. Et puis après, on va faire 2 projections à Kribi aussi, dans différentes zones. Vous allez mettre à Boko? Oui. Et c'est un bol. Et on va projeter... Vous pouvez mettre l'écran après, ça disparaît. Le son, Ah bon? S'il vous plaît, on va pas y arriver. On va passer à notre thème de ce soir. Alors, tu es tombé sur le jeudi. Et le jeudi, on parle de couple ici. Ah bon? Oui, il y a un sujet au centre de notre émission. Et aujourd'hui, c'est si vous apprenez... S'il vous plaît. Si vous apprenez que votre fiancé vous a caché qu'il avait un enfant avant vous, vous annulez le mariage ou pas? Alors, tu vas répondre tout à l'heure. On met une petite pause, on réfléchit bien, on écoute les avis de quelques personnes qui ont posté sur notre page. Ariane Téchissé, comment? On est là. Ça fait mal de découvrir une telle vérité. Je n'annulerai pas le mariage, mais plutôt le retarder. Jusqu'à ce que je trouve les vraies raisons pour lesquelles il ne me l'a pas dit. Parce que généralement, il peut faire ça parce qu'il garde un lien fort avec son ex. Si c'est le cas, alors basta.
On a à la madame, tu sais comment? On est là. Moi, personnellement, j'annule le mariage. Ce qu'elle n'a pas une bonne épouse, si elle sait qu'elle n'est pas une bonne épouse, sinon elle m'aurait fait part de cette situation. J'aurais toléré le fait que ce soit elle qui me dit ça de sa propre bouche, mais si c'est pas le cas, je préfère mettre fin au mariage. Yaya Mazou, c'est comment? On est là. Découvrir après le mariage que ma partenaire m'a caché l'existence de l'enfant remet en cause la confiance, pilier de toute la relation. Ce n'est pas l'enfant le problème, mais le mensonge. Avant de décider de continuer ou non, il faut comprendre les raisons de ce silence. Si l'amour est sincère que la vérité ça permet un nouveau départ honnête. Oui, Samura Chaka, c'est un peu compliqué. Oui. Mais je pense que si elle m'aimait vraiment, il m'aurait dit la vérité et là, j'aurais jugé. Peut-être que même avant le mariage, si on découvrait, c'est peut-être pas la seule raison ou alors peut-être c'est le seul mensonge, mais mieux on en parle au début. Au début, d'accord. On va écouter encore quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala par Fatima. Yes. On vous revient. Je vais mal le prendre, vu que il doit avoir une confiance entre lui et moi. Il aurait dû me dire ça depuis le départ, pour qu'on puisse prendre ça bien et puis on avance ensemble. Non. S'il me cache ça, ça veut dire qu'il va me cacher beaucoup de choses. Après, c'est un menteur en fait. Par conséquent, on ne va pas se marier. Ça sera quelque chose, un préjudice qu'il faudrait arranger d'abord. Parce qu'en fait, dans toute relation, il y a des petits détails comme celui que vous expliquez qui causent préjudice demain après demain. Et puis, ça devient même quelque chose de catastrophique. Parce qu'il faut toujours prendre ça en compte. Il faut les bases sur toute chose. Oui, je peux continuer. Ça dépend si elle est d'accord. On arrange ça et qu'on trouve une solution. Tout c'est la solution et le dialogue et l'entente. Et ça ne continue pas, papa, quoi. Ça va continuer. Oui, bon, là, vraiment, c'est compliqué. Ça va dépendre des circonstances. Pourquoi m'avoir caché une vérité aussi importante alors qu'il sait qu'on devait se marier? Bon, ça devient très compliqué, mais je ne sais vraiment pas quoi dire. Bon, si déjà c'est avant le mariage que je découvre cela, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans le mariage, ça devient un autre souci. Oui, le mariage aura lieu. Et si je suis fiancé et qu'à la veille, mon fiancé me dit qu'elle a un enfant, puis il y aura rupture parce que moi, je n'aime pas les mères célibataires. La raison, parce que l'expérience a prouvé que, quel qu'en soit, une femme qui a un enfant, en fait, il ira toujours voir le père de son enfant en cachette. Et les choses pourront se passer. Les hommes, hein. Ils sont les premiers à avoir des enfants dehors, mais ils ne supportent pas l'enfant. Aucun enfant ne reste dehors. Sache alors qu'il y a des hommes valables. Reste toujours à la maison. Depuis un moment, il y a des hommes valables. Ils prennent la femme avec ses 5 enfants et ils l'épousent. C'est 3 enfants. Ils savent de plus en plus. C'est qui? C'est Kouta Kité. Il n'y a que vous. C'est Kouta Kité. Vous êtes quoi? On est là, on parle d'esclavage. C'est pas possible. Alors, Aïssa, je pense que... Si t'as pas dit... Vous êtes fiancé, il t'a pas dit qu'il avait un enfant. Ben c'est vrai que tu retardes un peu quand même le mariage. On retarde le mariage. Tu retardes. On se marie pas. La salle qu'on a déjà réservée en fonction de ce qui va se passer. En fonction de ce qui va se passer. Mais tu retardes. Tu attends quoi? Parce que c'est bizarre de ne pas se dire la vérité. De pas se dire les choses. Pour moi, si tu veux te marier avec une personne, c'est que tu lui fais assez confiance et que vous connaissez assez bien. Donc sur une chose aussi importante, la personne elle doit te le dire s'il n'y a pas un problème. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, elle a dit qu'elle retarde. Tu retardes donc quoi? Non, il veut dire à quel... Bon, disons que tu as retardé. Tu attends quoi pour dire maintenant on peut se marier? S'il y a une raison valable de l'enfant, je sais pas, tu n'étais pas au courant qu'il existait et que je sais pas. Tu n'étais pas au courant qu'il existait. On dit qu'il t'a caché, donc s'il a caché, c'est bizarre. Les raisons ne manquent pas. Voilà, je pense que même la mère n'avait pas dit j'ai su tard, mais c'est pas grave. Tu as su tard et tu lui dis pas pourquoi tu caches. Oui, moi je trouve que j'ai eu peur que tu prennes ça mal et je ne voulais pas moi. Et là je prends. Maintenant que tu sais, je souhaite que tu saches que ce qui doit nous séparer doit être plus fort que ce qui nous a unis. C'est un beau parleur. C'est un beau parleur, ouais. Mais les faits inverses, ils n'acceptent pas. Non, je n'accepte pas une femme, non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est moi qui paye les factures. En Afrique, toi, tu es là-bas chez les Blancs, et ici, c'est nous qui payons. Donc, tu n'as pas à... Parce que c'est une autre charge que tu ajoutes sur mes problèmes. Mais c'est pas grave si tu l'aimes. Peut-être le père de l'enfant s'occupe. Hein. Même s'il est multimilliardaire, c'est un problème qui va me déranger. Tu vas aller à un deuil d'une famille que je ne connaissais pas, elle n'est pas prévue dans ma tête quand j'étais cherché. Oui, tu sais, je m'en vais au deuil, tu sais que... De la grand-mère de l'enfant. Ça dérange. Mais moi, si je connais pour toi là, même. Oui.
si je ne te laisse pas partir, ça veut dire que je vais te charger le bébé dehors. C'est pas bien. Alors, on va, avant de retrouver la personne ressource, sachez que le sondage dit 70% annulent. Oui. Et 30% n'annulent pas le mariage. Oui, les raisons, c'est pour les personnes qui annulent. Je ne supporte pas le mensonge. Si il ou elle me cache ça, il ou elle pourra me cacher d'autres choses plus graves. Il ou elle n'assume pas son enfant, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est une honte. Et pour les personnes qui n'annulent pas le mariage, l'erreur est humaine. Je vais accepter cet enfant, ça ne change rien à mes sentiments et je vais pardonner. Et pardonner. Voilà. On va maintenant écouter Arnaud Gankou. Il est conseiller conjugal, il nous donne son avis. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à cacher l'existence de son fiancé à la personne qu'elle aime? Généralement, c'est comme une reproche. Il y a parfois comme un sentiment de culpabilité lorsqu'une personne t'aime et peut-être la personne t'a partagé ses principes, t'a dit qu'elle ne veut pas épouser quelqu'un qui a déjà un enfant. Et je te dis, mais si il ou elle découvre que j'ai un enfant, la relation peut s'arrêter. Et généralement, c'est ça qui pousse la personne à cacher l'existence d'un enfant. Donc, c'est parce qu'on ne veut pas perdre la personne qu'on aime. On veut à tout prix que le projet aboutisse. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes cachent leur enfant. C'est vrai que lorsqu'on apprend ça, c'est un choc, surtout quand la personne a eu à nous mentir. Je vais m'inspirer de l'exemple de mon ami. C'était à moins de 2 semaines qu'il découvre que sa femme a un enfant. Pourtant, sa fiancée, autant pour moi, pourtant elle lui avait fait savoir qu'elle n'avait pas d'enfant. Et 2 semaines avant le mariage, il découvre le poteau rose. Il était tellement choqué qu'il est rentré chez lui, il s'est couché, il n'arrivait même pas à manger. Sa maman lui demande, mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, maman, elle m'a menti. Et il dit, mais sa maman demande, mais quoi? Il dit, je constate qu'elle a un enfant. Et c'est sa maman qui l'a remonté le moral. Mon fils savait qu'au moins elle va procréer. De nos jours, il y a trop de femmes stériles dehors. Donc si elle a un enfant, ça veut dire que c'est une femme féconde, c'est une bonne chose. Et puis les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et quand sa maman lui a parlé, il s'est relevé du lit, il a appelé sa fiancée. Et puis il a dit que bon, c'est pas grave, je vais prendre cet enfant comme mon enfant. Ils sont mariés, je peux même vous dire qu'ils sont très heureux avec cet enfant. Cet enfant est une grande aide dans cette famille. La confiance peut être rebâtie dans le couple après une telle découverte parce que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Il est haut et des bas. Il arrive parfois que pour des raisons parfois pernicieuses, parfois parce qu'on pense que c'est pour le bien de l'autre qu'on cache des choses et qu'après l'autre découvre. Généralement, il faut d'abord s'expliquer et de prendre des résolutions pour tout faire, pour ne plus retomber dans ce genre de travers, pour tout faire pour ne plus mentir à l'autre. Même si la vérité est parfois difficile à avaler, il faut toujours dire la vérité. Il faut également savoir choisir le bon moment pour dire la vérité. De retour, oui, Arnaud Gankou, il est plutôt pour l'accalmie, pour... Il est dangereux pour nous. Il est dangereux. Il dit la vérité. La maman avait dit qu'elle peut procréer. Oui, mais toi, tu nous as dit ça un peu au début de l'émission. Oui, c'est pourquoi on dit que les femmes doivent faire le stage d'abord. C'est même les femmes que si elles ont un enfant, c'est plus facile pour elles. C'est mieux que soit ton enfant. Voilà. Elle peut avoir fait l'enfant à l'épaule, elle était sur le déni. Mais il y a d'autres qui se sont mariées, elles ont eu des enfants. Le mari est décédé, par exemple. Tu veux qu'elle ne doit pas se marier, c'est ça? Pourquoi elle cache? Voilà, elle doit déclarer. Non, pour dire que non, parce que tu as dit que toi, les mères, comme quelqu'un a dit là, les mères célibataires. Il y a des gens qui sont célibataires qui étaient mariés avant. Non, si tu es marié, c'est mieux parce que le problème chez nous, c'est que la plupart du temps, les liens restent. Ah, d'accord. Qui a mangé, mangera. Ouh là là, il est jaloux. La jalousie de ça. Oh, la jalousie. En fait, c'est parce qu'il est comme ça. Mais toi, il doit que c'est ça. Le week-end, si je vais amener l'enfant chez son père. Non, vous pouvez mettre des limites aussi. Non. Elle est obligée d'amener l'enfant. Le deuil de sa grand-mère. Mais c'est pareil pour les hommes également qui ont fait les enfants avant. Quand la mère de l'enfant t'appelle, je veux te voir à l'enfant. Tu étais au téléphone avec qui? Oh là là, tu peux demander comment ça se passe on va utiliser les ardoises. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ça se fait ou ça se fait pas. Issa, je t'explique. Ça fait combien de temps que tu n'as pas utilisé une ardoise? Oh là, vu que je suis petite. Et parce que j'ai 2 filles et elles commencent un peu à écrire. Ah, voilà. Alors, tu voulais même te poser la question. Tu vas écouter la situation dans laquelle nous met Henrik et tu vas nous dire si ça se fait ou si ça se fait pas. Tu vas l'écrire. On y va. Oh, c'est comment? Hey, ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises, le principe expliqué. Je m'en vais tout de suite vous donner la situation. Venir à une fête ou un événement avec une personne non invitée, ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur les ardoises. À demain pour une autre situation. Henrik. Venir à une invitation avec quelqu'un qui n'est pas invité, ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait. Bon, lui il dit que ça se fait. Oui. Joe,
Ça ne se fait pas. J'aime être contre Ah, Black, vous mais dites que cette ça se fois-ci, il n'y a fait pas pas. moyen. Aïssa dit que ça ne se fait pas. Eh bien, non. Et toi, toi, tu dis quoi? Ça ne se fait pas. Ça se fait, ça se fait. Non, dis pourquoi ça se fait. Ça se fait pas comment? Je t'invite seul, tu viens avec des amis. Aide-le. Toi-même, tu acceptes ça chez toi. Tu dois venir seul comment? Non, même pas seul. Tu peux venir avec quelqu'un, mais pas la personne qu'on n'a pas invitée. Non, le problème c'est que ici nous sommes en Afrique, écoute-nous un peu. Parce que souvent tu aimes si tu es le marié, tu entends seulement que la grand-mère, elle n'est même pas venue, elle-même tu l'as pas invitée, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec les tantes maternelles que tu ne connais même pas encore. Oui. On dit que pardon, Dieu au marié qui vient ici nous fait hanter. On est obligé de lever les amis pour les installer. Tu veux porter la malchance. Donc, je peux aller à une cérémonie, je peux inviter, ça dépend du poids que j'ai devant celui qui aurait la cérémonie. J'ai mon neveu que j'ai aidé à réussir dans la vie, par un exemple banal. Oui, et il t'invite pourquoi? Il m'invite, j'ai besoin qu'il me donne l'invitation. Il dit, mais regardez ça, tu ne l'as bien pour faire quoi? Dis-le à la porte que je viendrai, ton oncle chéri sera là. On peut inverser la situation. Si j'étais même ici, non, on inverse la situation. Black, imagine, tu invites une fille au restaurant. Voilà, et elle vient avec 3 de ses Tu avais dit non ici. Je me lève comme c'est pas tout toilette. Ce n'est pas une invitation simple. C'est pas une invitation simple, comment? C'est une invitation. Non, c'est pas. Tu as invité une personne, elle vient avec une autre personne. Non, elle-même d'abord, elle vient qu'elle est sûre que je vais la gérer normalement. Oh là 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 là. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est l'heure. À la team. On était en compagnie d'Aïssa. Il y a des choses à toi, Aïssa. Du 10 au 13, on l'a dit. La Cinémathèque va faire le tour. On a dit Dibombari, Boko, Kribi. Ok, Boko, alors, à quelle heure? Boko, c'est de 18h. À partir de... Ah, ça va. Est-ce que c'est bien ça? Ça va, j'aurais quand même participé à ma manière. Ah bon, en faisant quoi? Ah, Boko, 18h. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il faut Vous allez écouter le son. On a demandé si tu as déjà mangé une dolé depuis que tu es là. Oui, j'ai mangé d'une dolé hier. Mais c'était pas la première fois. Non, j'avais déjà essayé d'en faire parce que mon compagnon il est camerounais aussi. Oh. Je disais bien que comment est-ce qu'un Camerounais peut te laisser à Paris comme ça? À Paris. Non, ça c'est bien. J'ai un film de la télé aussi à Paris. Merci Aïssa d'avoir accepté notre invitation. Bien des choses à vous. On va se retrouver demain 17h. Soyez là. Entre-temps, pas d'excès. Ciao. Ciao, ciao.